Mes chers amis cinéphiles, c'est avec joie que je vous souhaite une excellente année 2024 qui, je l'espère, sera riche en cinéma. Et justement, pour cette toute première vidéo de l'année, je vous ai concocté 3 nouvelles critiques issues de films que j'ai rattrapés au mois de décembre 2023 dans les salles. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi: Dream Scenario, Mars Express et Winter Break. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Pour cette toute première vidéo de l'année 2024, j'ai décidé de revenir sur Dream Scenario de Christopher Borgli, mais également Mars Express de Jérémy Perrin et enfin Winter Break d'Alexander Payne. Un beau programme pour bien démarrer l'année tous ensemble. Et je commence tout de suite avec Dream Scenario du Norvégien Christopher Borgli qui m'avait régalé avec Sick of Myself, rappelez-vous. J'avais adoré ce film, justement sur cette quête de notoriété, ce narcissisme maladif avec cette jeune femme qui avait tendance à se mutiler le visage pour tenter désespérément d'attirer les regards sur elle. Elle était vraiment, voilà, elle se sentait délaissée, vraiment c'était très très bien traité comme sujet, avec ce sous-texte sur le diktat de la beauté, sur aussi le côté aussi ragot, réseaux sociaux, la surmédiatisation. Il y avait déjà un peu tout le terreau de son nouveau film, donc Dream Scenario, dans lequel le personnage principal, ici, ne cherche pas vraiment à être vu, mais plutôt à être entendu sur ses travaux, on va dire. Voilà, il ne maîtrise pas, il subit plutôt la notoriété qui va lui être accordée. Donc c'est l'histoire d'un professeur de biologie qui s'appelle Paul, incarné par Nicolas Cage, qui, le soir, s'immisce dans les rêves des individus. Alors il y a ses étudiants, ça peut être aussi donc sa femme, ses propres enfants, dans la sphère professionnelle ou même dans la rue, n'importe qui, tout le monde rêve de Paul. Donc du jour au lendemain, il va se retrouver un petit peu star, non pas du web, mais des rêves de chacun. Donc tout le monde va connaître Paul. Donc c'est un peu, voilà, il devient star malgré lui. Et donc, voilà, tout le monde va le solliciter. Déjà, ses étudiants, ses élèves, en fait, vont s'intéresser à lui, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Il va y avoir aussi cette jeune start-up avec Michael Cera en jeune patron, justement, d'agence de publicité, qui va être aussi donner lieu à une séquence incroyable dans laquelle il va être sollicité pour essayer de trouver un moyen de générer de la pub directement dans les rêves des gens. Donc vous voyez un petit peu aussi ce que ça dénonce, vous le comprenez tout seul. C'est très très bien vu. Il va y avoir aussi tout ce discours sur la surmédiatisation, encore une fois, les réseaux sociaux, avec toujours ce côté information / désinformation, où tout va très vite. La circulation en fait, de l'information est toujours plus rapide. Il va y avoir aussi cette descente aux enfers dans un second acte du film, puisque, évidemment, vous vous en doutez, on se demande toujours quelles sont les intentions de Paul dans chacun des rêves. Donc évidemment, il va y avoir un moment donné où Paul va peut-être se montrer violent, vous le verrez dans le film, et donc forcément, ça va écrouler le château de cartes, il va y avoir une descente aux enfers, et évidemment, Paul va passer du statut de star au statut d'ennemi public numéro 1. Donc c'est très très bien vu, comme quoi du jour au lendemain, star d'un jour et le lendemain, lynchage médiatique sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est ce côté-là un peu qui est dénoncé, avec souvent des choses qui sont sorties de leur contexte, etc. Donc voilà, c'est assez bien vu. Je trouve qu'on adhère ou pas aux propos, je trouve que quand même le cinéaste, il faut bien l'avouer, va au bout justement et traite son sujet vraiment jusqu'au bout, puisqu'il va y avoir une première partie vraiment sur Paul, la genèse, pour bien apprivoiser en fait le personnage. Dans un second temps, ça va être évidemment la descente aux enfers, et on va dire une troisième partie sur l'ouverture à la technologie, qui va être de plus en plus sophistiquée. Puisque l'histoire de Paul, l'histoire de ce professeur, va inspirer des entreprises qui vont créer ensuite on va dire des nouveaux outils de technologie, un peu comme nous on aurait la VR si vous voulez, et qui permettent encore de changer notre monde, nos rapports sociaux qui sont déjà bien avancés avec les réseaux sociaux, enfin bien avancés, vous comprenez ce que je veux dire,
qui ont déjà été bien transformés, hein, bien entendu, au fil des années, et alors là, qui vont aller encore plus loin, puisque ce sera directement greffé dans nos cerveaux. Donc imaginez un petit peu, hein, c'est comme si vous, je sais pas, vous naviguiez dans vos réseaux sociaux directement avec votre cerveau. Enfin, voilà, c'est pour dénoncer aussi le côté, on va toujours plus loin dans la technologie, en oubliant l'humain, voilà, hein, avec les connexions entre les individus qui vont être aussi de plus en plus compromises. Voilà, donc c'est un point de vue. En tout cas, le cinéaste va au bout de son propos. Et il y a des séquences vraiment marquantes qui fonctionnent très très bien, donc notamment la scène avec Michael Cera, comme je vous le dis, hein, avec cette fameuse pub Sprite, cette pub pour cette boisson, donc Sprite, qui va essayer d'être... voilà, ils vont essayer en fait de mettre Paul dans une publicité qui est directement greffée dans les rêves des gens, mais évidemment, lui, ça ne va pas lui plaire, puisqu'il y a aussi ce discours où Paul, certes, a une notoriété, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Parce que les gens s'intéressent à lui pour des choses futiles, en fait. Pas pour les bonnes raisons. Lui, il aimerait qu'on s'intéresse à lui pour ses travaux en biologie, puisqu'il a toujours l'espoir de publier un ouvrage. Et d'ailleurs, lors de sa rencontre avec le fameux patron de start-up, c'est ça qui l'intéresse. Il se dit, je voudrais profiter de ma notoriété justement pour publier ce livre. Mais voilà, ça rappelle que les gens aussi ont tendance, aujourd'hui on a tendance à préférer ce que les individus projettent sur un autre individu plutôt que l'individu lui-même. C'est-à-dire on ne s'intéresse pas à Paul, on s'intéresse à ce qu'on peut fabriquer autour de Paul, le concept en fait qu'on peut faire émerger autour de Paul. Et c'est plutôt bien vu, parce qu'en plus de ça, le personnage est très bien travaillé, il a toujours ce même blouson, il n'est pas très bien coiffé, il n'a pas une prestance, vous voyez, il n'a pas un charisme particulier, mais ça lui tombe dessus du jour au lendemain. Puisqu'il y a des personnes un peu véreuses, un peu avides d'argent, qui veulent essayer de se faire de l'argent sur Paul, en fait. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et puis en même temps, ça excite certains fans, dont une jeune fille qui va complètement fantasmer sur lui. Enfin voilà, c'est très très bien vu, c'est très bien vu. Et lui, il ne maîtrise rien du tout de ce qui lui arrive. Il subit, il ne comprend rien constamment sa vie, il ne maîtrise plus rien du jour au lendemain. Depuis qu'il est devenu ce personnage, c'est plus que médiatique, encore une fois, il est carrément dans l'esprit des individus. Donc voilà, je trouve ça très bien vu. Il y a beaucoup de choses dans ce film aussi, hein, il y a beaucoup de sujets en sous-texte qui sont très bien traités. Je trouve que Christopher Borgli vraiment se mouille aussi, puisqu'il y a un côté audacieux d'oser aborder certains sujets, en disant qu'il y a ce côté aussi prise de recul sur l'information, essayer aussi de... Voilà, c'est vraiment ça le message. Donc je trouve que c'est très bien vu. Vraiment, les séquences aussi oniriques sont complètement loufoques et décalées. C'est assez bien vu. On a aussi le personnage qui va lutter contre lui-même aussi, puisqu'il ne maîtrisant pas ce qui lui arrive, il va se poser 1000 questions. Donc on est avec lui, on est dans sa détresse, on le voit chuter, hein, on le voit, on est en train de chuter avec lui en fait, hein, dans son histoire. C'est absolument terrible. Et en même temps, ça ne vous empêche pas de passer par toutes les étapes des émotions. C'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est que ce n'est pas juste un film sombre, un film dramatique, c'est aussi un film... Vous allez rire en fait malgré tout, parce que c'est aussi la force de Christopher Borgli, c'est d'arriver quand même à mettre un peu une sorte de comédie noire, hein, c'est presque l'humour noir, dans la vie de ce Paul. En fait, on va à la fois en rire, on va à la fois rejoindre sa cause et être triste pour lui, hein, évidemment, on va être dans l'empathie. On va en même temps dénoncer un système, puisque c'est un film aussi un peu engagé, malgré tout, hein, et il se mouille, hein, Christopher Borgli. Donc moi j'aime bien, voilà. J'aime bien quand un cinéaste propose quelque chose aussi un peu de novateur, d'original. Donc moi je dis banco, hein, puis son scénario, puisqu'il faut aussi rappeler que Christopher Borgli est aussi scénariste, très bon scénariste sur ce film. Je suis ravi de redécouvrir aussi Nicolas Cage dans un rôle à contre-emploi total, on ne le voit jamais dans ce rôle de rôle, d'ailleurs à tel point que je ne voyais pas Nicolas Cage en fait. Dans ce film, je voyais vraiment le personnage de Paul Matthews, voilà. Je voyais Paul et non pas Nicolas Cage. Donc vraiment, il y a eu un travail au niveau de son acting qui est très très fort. Moi vraiment, je trouve que c'est une grande prouesse. Alors c'est vrai que Nicolas Cage, je n'ai pas vu Pig, hein, sorti en 2021, hein, mais
Il y avait déjà un film assez fort dans lequel il avait joué récemment, hein, bien sûr, mais je pense que ce film-là va jouer vraiment sur son retour, véritablement, dans des films profonds, dans des films vraiment indépendants, autorisants, voilà, un certain rayonnement, vous voyez, même au niveau des festivals. J'espère que ce film recevra des prix, je ne sais pas. J'espère beaucoup, hein, vraiment, hein, de son palmarès. Donc on verra bien. Donc d'ailleurs, pour la petite info, hein, Nicolas Cage va être dans la suite donc, de Lord of War. Et il va y avoir également un film, donc, The Surfer de Lorcan Finnegan, qui avait donc sorti ce merveilleux Vivarium, hein, qui était très, très novateur aussi. Donc voilà, il a des beaux projets en fait actuellement, Nicolas Cage. Donc on va voir, c'est un vrai grand retour, j'espère pour lui. Et puis il y a aussi, donc pour la petite anecdote, je tiens à le rappeler quand même, hein, que c'est un film A24, produit par A24, qui avait d'abord pensé à Ari Aster, hein, bien sûr, la grande star de la société de production A24, qui avait réalisé donc récemment Boys Afraid, hein, vous le connaissez, c'est aussi Midsommar, Hérédité. Voilà, donc il était vraiment au début sur le projet, et il y avait aussi comme star, il devait y avoir dans le rôle principal Adam Sandler, voilà. Et il se trouvait que la production, hein, les producteurs d'A24 ont vu Sick of Myself et ont trouvé que ça aurait été peut-être voilà, un meilleur choix, peut-être plus original, de laisser la chance à Christopher Borgli. Et je dois dire que oui, ça a été un très bon choix, parce que ça change justement. Et surtout, Christopher Borgli qui a choisi Nicolas Cage, et que je trouve aussi qui était un pari peut-être un peu risqué. Vraiment, voilà, donc je souligne l'audace à tous les points de vue, hein, entre ce que le film montre, et puis dénonce également. La production qui a été aussi, je trouve, ambitieuse, courageuse de se lancer dans un pari comme ça. Donc oui, non, franchement, ça fait du bien. C'est un film qui dépeint très bien, je trouve, notre société. Donc voilà, banco donc, pour l'expérience Dream Scénario. Ne boudez pas votre plaisir à découvrir ce film mystique au cinéma. Tant qu'il est encore temps, n'hésitez pas. Tant qu'il est disponible en salle, foncez-y. Et en plus de ça, c'est le genre de film à la sortie qui peut vous laisser débattre pendant 1 heure avec des amis, cinéphiles. N'hésitez pas, hein, c'est très très riche. Donc je vous recommande l'expérience Dream Scénario de Christopher Borgli à ne pas manquer au cinéma. Je passe maintenant donc au second film du jour, et il s'agit de Mars Express, de Jérémy Perrin, à qui l'on doit la série d'animation Last Man, ainsi que la séquence d'ouverture de Gainsbourg Vie héroïque, et oui, de Johann Sfar. Il nous revient donc dans son premier long métrage d'animation, science-fiction, dans lequel il dépeint l'humanité au XXIIIe siècle, délaissant la Terre au profit de Mars. Ils colonisent Mars, et ils ont tendance à asservir les robots qui leur servent en fait pour toutes les tâches de leur vie quotidienne, hein, disons-le ainsi. Et il va y avoir cette enquêtrice humaine, hein, Aline, qui va enquêter donc avec son sidekick, hein, son partenaire Carlos, qui lui est décédé depuis 5 ans, mais qui a été sauvegardé, donc il a une apparence semi-humaine, semi-robot, si vous voulez. Et ils vont partir donc enquêter sur le déplombage, un acte illégal, eh bien, qui vise à enlever toutes les barrières de sécurité dans le codage interne en fait, des robots. Ils vont enquêter là-dessus, et leur enquête va les amener à démanteler un réseau complotiste, enfin un vrai complot il va y avoir autour justement de la suppression des robots, voilà, au profit donc d'une nouvelle technologie plus organique, hein, qui a tendance à mal se vendre. Donc vous voyez, c'est tout un truc, toute une enquête dans laquelle Aline et Carlos vont partir. Mais personnellement, c'est pas tant l'enquête, moi, qui m'a intéressé, mais c'est plutôt le sous-texte avec tout ce qu'on présente, en fait, de l'humanité, c'est-à-dire une humanité qui devient de plus en plus... oui, qu'on rend un petit peu débile un peu plus chaque jour, et puis au profit finalement d'une intelligence artificielle qui prend le dessus. C'est-à-dire que les robots finissent par avoir même des qualités que les êtres humains ont perdues au fil des années. Donc comme l'empathie, vous voyez, des choses comme ça, des choses qui pourtant sont abstraites pour un robot, et qui ont été finalement, à force de machine learning, intégrées dans les IA et dans les robots. Donc ça, je trouve ça assez fort.
Et puis évidemment tout le discours sur la Terre qui a été complètement abandonnée, saccagée, comme dit Aline dans le film, hein, c'est-à-dire elle dit un truc du style, voilà, cette planète de chômeurs, à chômeurs ou un truc comme ça. Et donc tout le monde est parti sur Mars pour pouvoir, voilà, c'est une nouvelle vie qui démarre pour l'espèce humaine, n'étant pas capable de préserver sa propre planète. Donc ça déjà c'est très fort, évidemment, et puis il y a aussi eh bien, toute cette machination autour de la suppression des robots, et puis ces robots qui représentent finalement voilà, les déclassés, les laissés pour compte, enfin vous voyez. Donc c'est intéressant de voir ce côté colonisation avec l'utilisation des robots, même si ce n'est pas nouveau, hein, je tiens à préciser quand même, hein, dans l'histoire de la science-fiction, dystopique, cyberpunk, les Blade Runner, les Matrix, enfin voilà, ça fait les Terminator, voilà. D'ailleurs toutes ces références figurent, hein, quasiment toutes figurent dans ce film. Donc vous voyez, tout n'est pas novateur, mais disons que ça fait plaisir de voir ce genre de production en France. Voilà, déjà, je trouve que c'est bien, il en faudrait plus. Voilà, ça permettrait peut-être d'avoir aussi plus de films novateurs qui essaient d'avoir des nouvelles idées dans la SF. Donc je pense qu'il faut pousser, voilà, parce que c'est aussi un film assez dense, hein. C'est un film qui optimise à fond, c'est 1h20, 25. Vraiment, voilà, c'est très très riche, hein. Je pense que même un second visionnage peut être intéressant pour vraiment fouiller de fond en comble toutes les idées, parce qu'il y a beaucoup d'idées à la minute, mine de rien. Donc pour pouvoir suivre convenablement le film, c'est vrai qu'un deuxième visionnage peut être intéressant. Voilà. Toujours est-il que le sous-texte, moi c'est ça qui m'a le plus passionné, hein, vraiment, hein. Entre ce qui va advenir des robots, hein, sans spoiler, ce qui va advenir des êtres humains, la relation entre les deux, ce personnage secondaire qui finalement, Carlos, est plus intéressant que le personnage principal, c'est-à-dire que la relation avec sa famille, avec sa fille, le fait que ça fait 5 ans qu'il ait été sauvegardé dans ce nouveau corps qu'il doit apprivoiser, où il a réfréné ses pulsions d'antan, hein, puisqu'il a aussi un petit peu évolué depuis qu'il devient un robot. Donc voilà, il y a tout ça. Et puis on va rencontrer aussi tout un tas de créatures qui sont un peu mi-robots, les augmentés. Voilà, il y a plusieurs espèces, donc ça c'est assez, voilà, c'est assez fascinant. Les séquences d'action, qui sont peu nombreuses mais qui arrivent à des moments opportuns, sont plutôt bien réalisées. Voilà. Non, ce que je déplore peut-être un tout petit peu, c'est quand même le truc surréférencé, c'est-à-dire qu'il y a une séquence, on voit très bien le T-1000 de Terminator, vraiment, ça saute aux yeux. Il y a une autre séquence, on dirait 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a une autre séquence avec l'utilisation des masques, ça fait vraiment Mission Impossible, bon voilà, mais c'est peut-être un peu trop référencé, voilà, c'est ce que je dirais, il y a un peu des rêves toutes les 2 secondes. Bon, très bien. Toujours est-il qu'il a quand même une véritable identité, ce film. Moi, ça m'a rappelé davantage Cowboy Bebop. Voilà, je sais qu'on parle beaucoup de Ghost in the Shell comme référence. Moi, c'est clairement Cowboy Bebop parce que je me revois gamin à voir ça sur Canal+. Alors, j'étais un peu trop jeune pour tout saisir, mais avec ces chasseurs de primes comme ça, ce vaisseau, et puis aussi il y avait une hackeuse déjà, hein, dans Cowboy Bebop, donc il y avait aussi tout cet univers cyberpunk qui était déjà là, avec cette esthétique qui est très très proche, hein, surtout sur le côté 2D, parce que je dirais que là la petite différence c'est qu'il y a peut-être des effets 2D mélangés à des effets de 3D. Tandis que Cowboy Bebop voilà, était peut-être un peu plus, enfin, voilà, plus en mode 2D, mais sinon ça rappelle vraiment l'esthétique des films d'animation japonais des années 90, hein, vraiment. Voilà, dans le même esprit, hein, science-fiction, dystopie, etc. Hein, voilà. Donc voilà, je ne dis pas que c'est novateur, je dis que ça fait du bien, en tout cas, effectivement, ça fait du bien, il faut soutenir, je trouve que c'est important de soutenir ce genre de projet. Puisque c'est pas tous les jours qu'on voit des films, en plus de ça, qui sont pas uniquement sociaux, mais qui sont aussi un peu aventure, épopée, vous voyez, spatiale, film de genre, mais pas film de genre surintellectuel, vous voyez, qui serait réservé qu'à une élite, etc. Je pense que c'est ça aussi la force du film, vraiment. Et tout en laissant de l'espace aussi pour le comment dirais-je, dans l'esprit des spectateurs, c'est-à-dire de laisser vraiment un espace de réflexion, de ne pas lui mâcher le travail sur la compréhension des séquences. Ça lui permet vraiment voilà, d'y mettre de sa personne dans ce film, voilà, d'y projeter les choses qu'il a envie de projeter aussi dans les séquences. Ça lui laisse
un espace de liberté que j'aime aussi. C'est plutôt appréciable aussi de ne pas prendre les spectateurs justement, j'allais dire pour des imbéciles, en surexpliquant certaines séquences. Je pense qu'il vaut mieux un deuxième visionnage, même un troisième, voilà, et de redécouvrir le film avec différents aspects plutôt que de surexpliquer et que ce soit un peu too much. Voilà. Donc c'est plutôt réjouissant, je vous recommande malgré tout, voilà, malgré ce que j'ai pu dire sur voilà, les références peut-être un peu trop nombreuses et trop grosses, un peu, voilà, c'est surligné, j'avoue sur les références, c'est un petit peu surligné, ça pourrait être un petit peu plus discret, subtil, mais sinon franchement voilà, c'est plutôt bien joué, le casting des voix est plutôt convenable. Pas été transcendé par contre par la voix de Léa Drucker. Voilà, je trouve que quand on voit ce que peut faire Emma Decaune par exemple sur un jeu vidéo comme Beyond Good and Evil, c'est vrai qu'on se dit bon, il y a peut-être des meilleurs choix à faire, je sais pas. Voilà, bon, toujours est-il que ça reste quand même un très bon film, donc je vous recommande donc Mars Express, découvrez ce film, n'hésitez pas, au cinéma. Je passe maintenant au dernier film du jour, et il s'agit de Winter Break d'Alexander Payne avec Paul Giamatti. Dans le rôle de Paul, si je ne m'abuse, lui aussi s'appelait Paul, en tout cas un professeur d'histoire antique qui va devoir rester dans l'établissement scolaire avec quelques étudiants. Hein. On est né dans les années 70, en 70 pile d'ailleurs, et ils vont passer Noël ensemble. Il va y avoir aussi, au fur et à mesure, en fait, il va rester plus qu'un seul élève avec également la cuisinière, personnage improbable, hein. Ce trio improbable va... voilà, passer un Noël comme ça, ensemble. Il va y avoir évidemment le professeur qui va être là pour évidemment donner des cours, mais aussi il va y avoir ce côté improbable de passer Noël avec un professeur, la cuisinière de l'établissement. C'est un film qui est clairement pour moi le feel-good movie de cette année, le film de Noël de cette année 2023. Voilà, je trouve que il n'y a pas eu beaucoup de concurrence. Alors évidemment, hormis les films comme Wonka, voilà, je ne sais plus ce qu'il y a eu d'autres. Je crois que c'est surtout Wonka que j'imagine beaucoup de familles ont vu cette année. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que là, c'est le feel-good movie, mais c'est un film qui se passe justement pendant la période de Noël, pendant le Nouvel An, et qui arrive à avoir vraiment une esthétique particulière, avec un grain de l'image. On retrouve vraiment les années 70, moi ce que j'aime beaucoup c'est ça. Et puis ce personnage touchant de ce professeur, Paul Giamatti, est vraiment touchant, quoi. C'est le professeur qui a un côté humain. Alors on ne le voit pas tout de suite justement, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que dans un premier temps, c'est un professeur qui est un petit peu boudé par ses élèves, et puis qui finalement va gagner au fur et à mesure la confiance de l'un d'entre eux. Hein, on ne peut pas dire que ce soit la majorité, malheureusement, vous verrez. Hein. Tout ne se passe pas, tout ne se termine pas comme on l'espérerait, voilà, bien entendu. Mais voilà, ça fait plaisir de voir qu'il va, gagner petit à petit la confiance de cet élève. Et puis, on voit l'humanité en fait, qui se dessine petit à petit dans le cœur de ce professeur, vraiment. Parce qu'il va même s'intéresser justement au sort d'un membre de la famille de cette cuisinière qui est mort au Vietnam, etc. Donc il va s'intéresser à son histoire, parce qu'elle aussi, elle craque. Voilà. C'est vrai que c'est terrible, son travail de tous les jours, quotidien, en tant que cuisinière dans cet établissement scolaire. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez beau, de belles séquences. Oui, donc on va même à un moment donné, il va y avoir une séquence où on va sortir de l'établissement pour aller à Boston avec cette sortie, on pourrait dire, pédagogique, scolaire, assez réjouissante. Et évidemment, on voit aussi le côté, la pression que peuvent mettre aussi les parents pour que leurs élèves, enfin leurs fils, hein, leurs enfants, aillent dans les meilleures universités, la pression qui pèse aussi évidemment hein, sur ces étudiants à cause de ça. Voilà, on comprend un petit peu aussi pourquoi les professeurs et les étudiants n'arrivent pas à être totalement alignés en fait dans cette histoire, parce qu'il y a une pression tellement folle d'arriver à intégrer c'est ça qui prime en fait, voilà. Plus que de se laisser porter par les cours, par j'ai envie de dire la singularité de chaque élève, voilà, c'est compliqué d'y avoir accès. Et ce professeur va quand même, voilà, je trouve, montrer sa part humaine. Et voilà, donc il est très touchant. C'est un film assez touchant.
C'est pas un chef-d'œuvre, clairement, je vais pas crier non plus au chef-d'œuvre, mais je trouve ça intéressant d'avoir des films comme ça aussi, où on peut se laisser porter, en fait, tout simplement. On n'est pas juste sur l'efficacité dans ce film, en fait, ça que j'aime bien, c'est qu'on est aussi tout simplement à se laisser porter par une époque aussi, les années 70, voilà, c'est l'humanité des personnages. Je trouve que c'est ça, leur discussion, c'est ça qu'on va retenir du film, en fait. C'est les personnages qui sont encore plus forts, je pense, que même que l'intrigue elle-même, bien entendu. Donc moi j'aime bien aussi quand on peut retenir des personnages forts, attachants, dans un film de Noël original, où le côté un peu mélodramatique n'est pas non plus au forceps. Vous voyez, c'est pas, on va pas vous mettre des émotions au forceps. Non, si vous n'êtes pas ému, voilà. Le film, je trouve, prend même le risque de ne pas vous émouvoir. Voilà, c'est à qui il sera ému et il ne cherche pas à vous prouver à tout prix qu'il est touchant. Voilà, je trouve que l'histoire se déroule, et puis vous la prenez comme vous la prenez, mais on se laisse quand même porter, et c'est plutôt agréable. Voilà. Donc c'est un film, encore une fois, voilà, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais voilà, je trouve ça plutôt bien joué, pour une fois qu'on n'a pas justement un film de Noël, j'ai envie de dire un peu cucu, gnangnan, un peu facile. Non, ça fait du bien d'avoir une belle histoire, simple certes, une histoire toute simple, mais touchante, bien réalisée, avec des séquences quand même, quelques séquences qui vont vous marquer. Notamment, moi, c'est la scène du musée. Vous verrez, à un moment donné, ils font une sortie au musée. J'ai bien aimé, parce qu'il essaye en fait d'intéresser l'élève et de comprendre comment il pourrait intéresser l'élève dans ses cours d'histoire antique. Et il va y avoir une séquence avec un vase, notamment, vous allez voir, qui est assez cocasse. Et voilà, je trouve que voilà, c'est clairement le feel-good movie de l'année 2023. N'hésitez pas, faites-vous plaisir et découvrez donc Winter Break d'Alexander Payne au cinéma. Voilà, bah écoutez, donc ces trois films, bah, je vous les recommande, hein, vraiment. Je suis content de les avoir rattrapés. Voilà, donc écoutez, voilà, il va y avoir de nouveaux films cette année, hein, bien entendu. J'ai très hâte de les découvrir. Et pour vous prévenir dès maintenant, je pense que la prochaine vidéo s'intéressera justement aux films de l'année 2023. Hein. Je vous ferai donc mon top annuel, donc à chaque fois, tous les ans, une vidéo. Donc cette fois-ci, le top de mes films de 2023 préférés. Voilà, voilà. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à découvrir ces trois films dès maintenant, s'il est encore possible, bien entendu, pour certains, au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi, je vous en remercie vivement. Nous venons d'atteindre la barre des 700 abonnés, donc vraiment c'est une immense joie pour moi de démarrer l'année avec ce beau cadeau que vous me faites avec votre fidélité depuis tout ce temps. Et j'en profite pour faire coucou évidemment aux nouveaux arrivés sur la chaîne. N'hésitez pas à soutenir les films du vendredi et pour cela c'est très simple. Juste un petit clic sur s'abonner et ça permet de soutenir la chaîne. Donc vous voyez, ce n'est pas grand chose. Donc voilà, je vous remercie d'avance de soutenir la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Et comme toujours, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!